Vous regardez Croissance Verte sur Medi 1, merci de nous rester fidèles. Le 9e Forum mondial de l'eau a réuni ce mois de mars à Dakar, la capitale sénégalaise, des participants de tout horizon, notamment des décideurs politiques et économiques, des institutions multilatérales, des universitaires, la société civile et le secteur privé. C'est la première fois que le plus grand événement international lié à l'eau se tient en Afrique subsaharienne et la deuxième fois sur le continent africain après sa tenue à Marrakech au Maroc. S'appuyant sur les précédents forums mondial de l'eau, ce nouveau rendez-vous, à travers un cadre innovant, a identifié, promu et mis en œuvre des réponses et des actions concrètes pour l'eau et l'assainissement de manière intégrée. L'équipe de Croissance Verte a suivi ce grand événement international qui s'intéresse à l'une des ressources essentielles à la vie sur Terre. Vous le verrez dans un instant dans notre reportage. Et pour avoir un éclairage sur l'importance et les enjeux de ce 9e Forum mondial de l'eau, nous sommes avec monsieur Amadou Kanouté, directeur exécutif de Sycodev Africa, un institut qui prône une citoyenneté active des consommateurs avertis pour un développement durable. Pour ce faire, Sycodev génère des connaissances sur les impacts de ses choix et modèles et surtout informe, défend, protège, éduque et représente les consommateurs avec un accent particulier sur les droits des plus défavorisés. Monsieur Kanouté, c'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et on se retrouve ici juste après notre reportage. Il est signé Giro Togbe et Bachir Bodian. Elle est un besoin spirituel et économique à la fois. L'eau est au commencement et à la fin d'une vie. C'est une question qui devrait mobiliser l'ensemble de la planète et de nos hommes politiques. Donc c'est en cela que le Forum de l'eau a son importance, c'est de permettre de faire se rencontrer au moins une fois tous les 3 ans les politiques, les gestionnaires de l'eau et les différents acteurs qui travaillent sur l'eau, qui soient les gestionnaires, les chercheurs, les agriculteurs et tous les autres métiers de l'eau. La ressource hydrique est d'abord une question sociale, politique, économique et environnementale. Aujourd'hui, elle est confrontée à de nombreux défis au regard de la démographie galopante. Comment économiser l'eau? Alors, il y a un problème d'économie d'eau parce que c'est pas qu'il y a moins d'eau, mais c'est qu'il y a plus de monde. Et que aussi les activités humaines demandent de plus en plus d'eau. Ce qui fait que la part relative de volume d'eau nécessaire et utile à chaque être humain ne fait que réduire. Et aujourd'hui, en Afrique, depuis 2 ans, on est déjà sous le niveau limite annoncé par les chercheurs. De la côte vers l'intérieur, les challenges sont d'abord d'ordre environnemental, c'est-à-dire changement climatique. Augmentation du niveau de la mer va augmenter le biseau salé qui va contribuer à polluer la nappe. Deuxièmement, on a la pollution des hommes eux-mêmes, n'est-ce pas, qui en consommant de l'eau rejettent des déchets comme les lexivia issus des toilettes non étanches qui contaminent totalement la nappe d'eau. Et lorsqu'on va maintenant un peu plus vers le centre du pays où le socle est de plus cristallin, le problème réside surtout à l'accessibilité à l'eau à cause des challenges et de la difficulté qu'on a dans le milieu beaucoup plus cristallin. Selon la note de politique d'ONU Eau sur le changement climatique et l'eau, le changement climatique réduit la prévisibilité des ressources en eau, amoindrit la qualité de l'eau. Pour ce chercheur, les effets du changement climatique sur l'eau sont visibles. Cela se traduit par la limitation des capacités de distribution de ressources aux communautés. Les ressources hydriques sont soumises de plus en plus à une pression anthropique qui est aggravée par le dérèglement climatique lié au changement des précipitations qui ne sont plus les mêmes en termes de quantité, aussi bien qu'en termes du rythme de précipitation, le rythme annuel des précipitations, chose qui a affecté effectivement la capacité de mobiliser les ressources en eau destinées aux communautés, bien pour les
les besoins domestiques que pour les besoins de l'agriculture. Le 9e Forum mondial de l'eau se veut être une solution concrète aux défis actuels. Pour ces chercheurs, les communautés doivent apprendre aussi à s'adapter aux situations nouvelles engendrées par le changement climatique. Vous savez, la ressource hydrique n'est plus une ressource abondante, donc elle devient de plus en plus rare. Donc on doit s'adapter dans notre comportement, soit le comportement individuel, le comportement collectif doit s'adapter à gérer la rareté. On doit avoir la conscience que l'eau est devenue de plus en plus une source rare et qui est aussi vitale. Donc on doit changer nos communautés vis-à-vis de la ressource pour garantir sa durabilité pour les générations futures. Soit aussi dans la consommation quotidienne, soit aussi bien dans l'agriculture, c'est-à-dire qu'il faut penser à des agricultures moins consommatrices de l'eau, aussi à penser des pratiques et des gestes quotidiens qui ne consomment pas trop d'eau. Donc il fallait agir sur le comportement des individus et des communautés pour faire face à ce phénomène de changement climatique qui est devenu une réalité auquel il faut faire face. Certains chercheurs vont travailler sur les échanges inter-États pour gérer un bassin versant. Ce qu'on appelle un bassin versant, c'est-à-dire le bassin d'un grand fleuve. Par exemple au Sénégal, le bassin du fleuve Sénégal, qui est géré entre le Mali, la Guinée, le Sénégal et la Mauritanie. C'est une chose. Il y a aussi à travailler sur les usages. Alors quand on dit les usages, il y a deux choses dans les usages. Il y a sa capacité à mobiliser mieux ou moins bien l'eau, sa technologie, mais il y a aussi mieux considérer, et ça va être mon travail, mieux considérer la nature. Regarder comment la nature peut nous rendre des services et nous permettre d'économiser de l'eau. Par exemple, moi, mon plaidoyer, c'est la réutilisation de ce que j'appelle les eaux sales, qui sont à la fois des eaux usées, mais ça peut être aussi les eaux pluviales qui sont perdues. Et on sait bien à Dakar, par exemple, qu'il y a toutes ces inondations, mais c'est de l'eau qu'on ne voudrait pas avoir, mais c'est de l'eau qu'on peut utiliser. Et puis, il y a aussi, vous le savez bien, le Sénégal est marqué par cela, toutes les eaux saumâtres. Comment réutiliser ? La gestion durable de la ressource en eau incombe tout particulièrement à la jeunesse. En la matière, des organismes internationaux s'attellent à encourager les jeunes chercheurs dans la recherche et l'innovation, ce dans une perspective de trouver des solutions efficaces. C'est le cas de l'UNESCO. Déjà, l'UNESCO accorde une grande importance à l'accompagnement des jeunes dans la recherche et l'innovation. D'où de toutes les phases préparatoires, l'UNESCO a appuyé les jeunes professionnels de l'eau du Sénégal. Et aujourd'hui, l'UNESCO a appuyé les jeunes à participer massivement et efficacement au Forum mondial de l'eau. Cet enseignant-chercheur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est un volontaire de l'UNESCO au Sénégal. Pour lui, le sens d'innovation et de créativité des jeunes reste indéniable. Et cela se fait sentir aussi dans le domaine de la recherche en eau. Je pense que les jeunes ont une place prépondérante dans ce système-là et de plus en plus ils commencent à s'impliquer. Pas juste comme des acteurs passifs, mais ils deviennent de plus en plus des acteurs actifs du système qu'on est en train, du système de l'eau qu'on nous sommes en train d'essayer de comprendre avec eux. Ouais. Donc, dans le cadre du Forum mondial de l'eau, et en partenariat avec l'UNESCO, j'avais bien voulu proposer aux différentes personnes qui participeront à cette conférence qu'ils puissent visualiser d'eux-mêmes un modèle d'aquifère. Donc l'aquifère, c'est une formation géologique qui contient de l'eau. Et le but, c'était que chacun comprenne exactement c'est quoi. L'eau qu'on consomme vient d'où dans le sol. Et aussi, quels sont les impacts environnementaux en termes de pollution qui peuvent impacter cette eau-là que nous avons au sous-sol. Un rôle prépondérant revient aussi aux autorités, celui de la prise en compte et de façon systématique des questions d'ordre environnemental dans les projets publics. C'est du moins l'avis de ce spécialiste. Il fallait que tout projet communautaire, les projets gérés initiés soit par les organismes internationaux, les ONG, les collectivités territoriales, les départements gouvernementaux, doivent intégrer la dimension
changement climatique dans leurs paramètres de suivi, leurs paramètres d'évaluation, c'est-à-dire utiliser des procédés qui consomment moins l'énergie, des procédés qui sont pro-environnement, qui ne sont pas polluants, parce qu'on utilise beaucoup de plastique, on utilise des procédés aussi bien que même s'ils facilitent l'accès à l'eau, mais aussi ils ont un effet nuisible sur les écosystèmes. Donc cette dimension de la préservation de l'environnement doit être prise en compte par tous les projets. Ce dispositif est une solution pour l'accès à l'eau. Là, comme vous voyez, c'est une pompe de démonstration. Ok. Cette gamme de pompes, elle commence à 200 watts. C'est des pompes qui vont commencer à des pompes de 200 watts jusqu'à 100 kW. Ok. Cette pompe, elle peut être immergée au niveau des puits, des forages ou bien dans des nappes d'eau. Cette structure spécialisée dans les énergies renouvelables souhaite préserver l'environnement en faisant l'apologie des énergies solaires. C'est la particularité d'ailleurs de ce dispositif qui ne fonctionne que par le solaire. Il est utilisé dans des communautés rurales au Sénégal. Et c'est par rapport au solaire, surtout. C'est de réduire l'empreinte carbone, comme on dit maintenant. L'empreinte carbone et aussi les énergies fossiles, que ce soit voilà, l'énergie fossile, le courant électrogène, comment ça s'appelle encore, le CO2. Parce que c'est uniquement, comme vous voyez, le petit système, c'est uniquement ça, c'est uniquement le solaire. Il a juste besoin de lumière. Je suis de la délégation du Libéria. C'est un forum d'envergure mondiale. Il était très important pour nous d'effectuer le déplacement ici à Dakar. Vous savez, la problématique de l'eau n'a pas de frontières. En venant à ces assises, nous comptons repartir avec de nouvelles approches pour faire face aux enjeux dans notre pays, le Libéria, au grand bonheur évidemment de nos populations. Selon le chef de l'État sénégalais et président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, le 9e Forum mondial de l'eau se veut être une rencontre de solutions à l'heure où il urge d'encourager la gestion concertée des bassins transfrontaliers, mais aussi poursuivre la mise en place de systèmes de régulation de l'eau et enfin promouvoir l'économie circulaire par le traitement des eaux usées. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec Amadou Kanouté, le directeur exécutif de Psychodev Africa. Monsieur Kanouté, la thématique de ce 9e Forum mondial de l'eau, Dakar 2022, est la sécurité de l'eau pour la paix et le développement. À quoi renvoie ce choix selon vous? Bonjour, je vous remercie pour l'invitation. Ça renvoie à tous les thèmes qui ont été développés dans le reportage que vous venez de passer. C'est d'abord le caractère économique, mais aussi social de l'eau. Il n'est pas possible d'avoir une société en paix avec elle-même si elle n'arrive pas à satisfaire ses besoins dits essentiels. Et parmi ces besoins essentiels, l'accès à l'eau. Et renvoie à l'idée de l'inclusivité dont on a parlé dans ce reportage. C'est de mettre ensemble toutes les familles d'acteurs, les acteurs institutionnels, la recherche, le secteur privé, les jeunes, donc l'engagement communautaire. C'est en mettant ensemble tous ces acteurs qu'on peut arriver à trouver des solutions durables. Elle met en question le point sur la régulation. Une ressource, quand elle devient rare, il faut qu'on puisse avoir un mécanisme de régulation qui puisse permettre à ce que chacune des fonctions qu'elle doit remplir puisse être prise en charge. C'est toutes ces questions que votre reportage soulève, et particulièrement la question des changements climatiques. Aujourd'hui, une ressource comme l'eau, elle est à la confluence de l'accès à l'eau, avec l'alimentation, avec l'énergie. Et vous savez, puisqu'on parle de changement climatique, la recherche et la science s'accordent à dire que si les températures continuent à augmenter autour de 2%, de 2 degrés, on va se retrouver à un moment
d'ici les 50 prochaines années avec une baisse de la production alimentaire de quelque 40%. Mais en même temps, pendant que la production alimentaire baisse, la population va augmenter de quelque 50%. L'enjeu, c'est là. La question de l'eau, c'est là. Mais alors, quand on a interrogé aussi la science pour savoir quelles sont les solutions possibles à ce dilemme dû au changement climatique, l'une des réponses, c'était les modes agriculturaux. Comment faire l'agriculture? C'est la question de l'agroécologie. Les pratiques agroécologiques qui pensent qu'il y a un mode de gestion de l'eau qui est économe. C'est ce qu'a dit tous les gens c'est ce qu'ont dit tous les gens qui ont là. Nous l'avons entendu dans ce reportage. Revenons au Forum de l'eau et un des faits importants de ce 9e Forum mondial de l'eau. Parlons du comité de pilotage international du 9e Forum mondial de l'eau, donc qui a finalisé la liste des 45 organisations qui formeront les groupes pilotes du forum et des 200 organisations qui formeront les groupes d'action. Quel impact pourrait avoir un tel événement sur la gestion et l'accès à l'eau potable au niveau mondial et africain plus particulièrement? L'impact peut être attendu si jamais ce groupe qui va être formé est inclusif. Vous ne pouvez pas décider sur une question comme celle-là si vous ne vous assurez pas, comme on l'a dit tout à l'heure et comme votre reportage l'a dit tout à l'heure, si on ne s'assure pas que tous les acteurs sont impliqués. Alors on peut avoir un impact. 2, ça appelle des intérêts qui très souvent sont des intérêts économiques, des intérêts financiers, des enjeux qui souvent dépassent une seule catégorie d'acteurs. Le maire, la collectivité territoriale, qui est l'entité la plus proche des citoyens, a besoin d'être impliqué. C'est pourquoi j'étais content de voir que l'un des maires qui a parlé ici est aussi chercheur. Et cela est important, que nous puissions nous assurer que des acteurs comme ceux-là sont impliqués. Les jeunes sont impliqués. On parle du dividende démographique. C'est un atout, mais c'est aussi une menace. Si nous ne nous assurons pas que ces jeunes qui demain vont être ceux qui vont pouvoir bénéficier des ressources dont nous avons la gestion aujourd'hui, à travers un mode de régulation qui veille à ce que nous puissions satisfaire nos besoins aujourd'hui, satisfaire nos besoins, j'ai bien dit, pas au-delà, et faire en sorte que les générations futures puissent aussi avoir de quoi satisfaire leurs besoins, l'impact de ce groupe ne sera pas visible. Donc, l'inclusivité, l'orientation qui va être donnée, à savoir, il faut qu'on s'assure que nous sommes en train de gérer la rareté. La question principale qui est posée par ce forum, c'est quelle solution avons-nous par rapport à la raréfaction d'une ressource pendant que la population mondiale augmente, pendant que les besoins humains augmentent. Quelle solution? Nous y reviendrons dans cet entretien. Lors de ce forum, M. Kanouté, les participants échangent une diversité de connaissances, sensibilisent les décideurs politiques, socio-économiques aux problèmes de l'eau sur la base de connaissances partagées. Ils alignent aussi les activités sur un programme commun et créent une action collective pour atteindre des objectifs partagés, notamment les ODD. En tant qu'acteur du domaine, quelles sont les actions à déployer immédiatement pour la préservation de l'eau? La sensibilisation me vient tout de suite à l'esprit. C'est les comportements. Nous sommes en train de parler d'hommes avec un grand H qui ont des besoins à satisfaire. La première chose à faire, c'est de sensibiliser ces hommes et femmes sur comment gérer une ressource qui se raréfie. La deuxième chose, c'est de dire à nos États, vous devez investir plus. Un pays comme le Sénégal, 80% des ressources qui vont dans le secteur de l'eau et l'assainissement viennent de l'extérieur. Cela est contraire à notre vision qui irrigue notre constitution, qui dit que c'est un droit fondamental, c'est un droit humain fondamental. Il faut qu'on investisse
plus. Donc, il faut qu'on dise à nos États, comme action prioritaire, puisque c'est ce que vous demandez, oui, allons-y, mettons plus. Troisième axe prioritaire, ça me semble être l'une des solutions qui a été proposée à la cérémonie d'ouverture par le président du Comité mondial de l'eau, de dire il faut que la dette qui est liée à l'eau puisse être transformée. Mais tout de suite, il ajoute et investit dans les infrastructures pour accéder à l'eau. Cela me semble être une action urgente qu'il nous faut entreprendre au sortir de ce forum-là. Précédemment, ça, c'est au plan parliez... international alors. Donc, si nous travaillons au niveau des communautés, nous travaillons au niveau de nos États, nous travaillons au niveau international, alors peut-être qu'on pourra avoir un impact. Précédemment, vous parliez de la raréfaction de l'eau. Justement, intéressons-nous à cette raréfaction. Comment aujourd'hui l'éviter et comment mieux la rationaliser et donner un accès plus favorable aux plus nécessiteux? Quel que soit le cadre qui sera mis en place, il nous faudra avoir un mode de régulation qui prenne en charge, l'équité. L'équité territoriale, l'équité sociale, et faire en sorte que, selon nos besoins, selon nos capacités, que nous puissions tous accéder à la ressource eau. La deuxième chose, ce sera, je l'ai dit, gérer la durabilité de la ressource eau. Ce forum, s'il ne trouve pas une réponse à la question de l'équité territoriale, financière, sociale, donc pour gérer l'accessibilité financière, l'accessibilité géographique, et en deuxième point, gérer la question de la durabilité de la ressource eau, et en troisième point, travailler à ce que l'assainissement puisse reprendre la place qui lui revient. L'eau, c'est une ressource extraordinaire. Elle vous permet de vivre, elle vous fera mourir si vous ne la gérez pas bien. Cette ambivalence, il faut qu'on puisse, dans quelques cadres de régulation que nous mettons en place au sortir de ce forum, qu'on puisse prendre en compte ces trois aspects-là. Monsieur Kanouté, vous êtes le président de Sicodev Africa. À quoi consiste le travail de votre institut et quelles sont les actions menées au sein de votre institut par rapport à ces questions d'accès à l'eau? Nous travaillons à faciliter l'accès aux services sociaux de base aux citoyens consommateurs les plus défavorisés. Quand je parle des services sociaux de base, c'est l'accès à une alimentation saine et nutritive. C'est l'accès à l'énergie durable. C'est l'accès à l'eau et l'assainissement. C'est l'accès à la santé, c'est l'accès aux télécommunications. Voilà les 5 domaines prioritaires sur lesquels Sicodev travaille. Votre question, qu'avons-nous fait sur la question de l'eau? Si je regarde en arrière, durant les 5-10 dernières années, 3 éléments me viennent à l'esprit sur lesquels nous avons vraiment eu un impact. Ces 3 éléments, c'est des campagnes. Parce que nous sommes une organisation de plaidoyer, nous sommes une organisation de campagne. Nous avons mené 3 campagnes qui ont eu des résultats, qui ont eu des impacts et sur des milliers de personnes ici au Sénégal. La première, c'est quand, avec toutes les organisations de la société civile basées au Sénégal, nous avons ensemble élaboré 7 propositions citoyennes que nous avons proposées aux ministres africains chargés de l'eau, de l'assainissement, qui s'étaient réunis à Dakar. Ces propositions ont été annexées à la résolution finale de ces ministres parce qu'ils ont estimé qu'il fallait qu'on donne une voix à la société civile et que cette société civile était venue avec des propositions concrètes, pratiques et réalistes et il fallait annexer ça. Première chose. Deuxième campagne que nous avons menée en 2011, le gouvernement d'avant l'alternance avait décidé de passer du schéma institutionnel pour la gestion de l'eau au Sénégal, qui est aujourd'hui basé sur l'affermage,
où on dit de la production, la transformation, le transport, jusqu'à la distribution, la facturation et la communication. C'est des étapes dans la production de l'eau jusqu'à ce que ça puisse arriver chez vous. L'État avait décidé d'en prendre une partie qui était la facturation et la distribution et de la confier à une société privée. Ce schéma institutionnel, on l'appelle l'affermage. L'ancien gouvernement avait décidé de passer de cet affermage-là, de ce schéma institutionnel, à un schéma de concession totale, c'est-à-dire la privatisation de l'eau. Et quelle a été votre action dans ce dossier? Notre action a été de conduire une étude pour voir quel va être l'impact de la privatisation de l'eau et de l'assainissement sur les citoyens et les consommateurs les plus défavorisés, puisque vous avez dit cela dans notre mission. Est-ce que vos recommandations sur ce dossier ont été prises en compte? Absolument, ont été retenues. Nous avons eu la chance d'avoir une oreille attentive à cette période parce que tout simplement, nous avons pu montrer qu'en l'espace de 14 ans d'affermage, le prix de l'eau n'avait augmenté que de 3%. Mais quand vous regardez au Sénégal et que vous découvrez que le taux d'inflation est de 3%, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'augmentation pour les particuliers que nous sommes. Accessibilité financière maintenue. Deuxième résultat de notre enquête, c'est l'accessibilité géographique. Pourquoi? Parce que le gouvernement d'alors s'était engagé à fond dans une politique sociale et avait réussi la politique des branchements sociaux qui avait permis à mettre quelques 165 000 ménages dans le système de distribution. Merci. Nous avons dit que le Sénégal est en train d'atteindre les ODD en hydraulique urbaine. Il n'y a pas de raison pourquoi on doit laisser le schéma institutionnel de l'affermage pour aller vers la privatisation. Troisième élément, la qualité de l'eau. La qualité de l'eau, le cas du Sénégal, nous sommes à 98% de taux de potabilité, alors que l'OMS demande 96% de taux de potabilité pour que vous puissiez distribuer votre eau. Comment pouvez-vous avoir ces trois éléments qui sont essentiels pour les consommateurs et que vous décidez d'aller vers un schéma qui est beaucoup plus hasardeux parce que de toute façon, le privé ne va pas investir quelque part où il n'y a pas une demande solvable. Nous rappelons bien sûr que l'une des missions principales de SICODEV est la défense des consommateurs. Merci Monsieur Kanouté pour cet éclairage. C'est la fin de cette émission. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.